D'abord, je vais vous dire que j'ai limité dans le temps, dans l'espace, ma communication pour que ce soit un peu plus solide et un peu plus cohérent, parce que j'avais des périodes noires dans la communication prévue. Donc, je vais vous parler des Arméniens à Kandil de 1669 à 1750. Activités professionnelles et échanges économiques et financiers. Et à propos de mon nom de famille, je fais une blague souvent avec les Grecs de Crète en leur disant que si je veux traduire mon nom de famille Vakirdian en grec ou en grécois, ça serait Khalkavaki. Et donc, ils comprennent tout de suite la correspondance. Bon. Alors, mon intervention vise à étudier les activités professionnelles et économiques des Arméniens à Kandil depuis la reddition de la ville aux Ottomans jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, comme celle-ci se reflète dans le registre ottoman du Cadi d'Héraklion, les pierres tombales qui sont conservées au musée historique de Crète et à l'église arménienne de Saint-Jean le Précurseur, au Grand Dogmar, qui est le registre où sont inscrits les baptêmes, les mariages et les morts des Arméniens d'Héraklion, ainsi que manuscrit 338 du département des manuscrits arméniens de la Bibliothèque de France. Nous avons ici une image du Domar, du Grand Domar d'Héraklion, et puis nous avons ici une page du manuscrit arménien écrit par Eremia Çelebi-Kömürcyan qui traite l'histoire de la conquête de Kandil par les Ottomans et l'achat de l'église grecque qui est devenue ensuite arménienne. Je remercie également le professeur M. Elias Kolovos qui m'a généreusement communiqué quelques entrées du Tabu Tahrir 798 d'Istanbul, c'est-à-dire du recensement auquel ont procédé les Ottomans tout de suite après la conquête de Kandil. Nous avons pu ainsi repérer 98 actes dans les archives ottomanes où les Arméniens étaient nommés comme parties ou témoins à des procès, des diverses affaires judiciaires ou des actes notaires. Ils y étaient désignés avec leur nom ethnique, Herménie, ou bien comme nom musulman, Zimi. Le repérage de noms d'origine arménienne qui n'étaient pas qualifiés de Herménie ou de Zimi, ainsi que le fait que nombreux étaient ceux qui portaient un prénom turc, nous fait croire qu'ils étaient plus nombreux que ceux que nous pouvons recenser. Des contrats pour des affaires familiales, des délégations de signature, des transactions immobilières, des conversions à l'islam, des inventaires de biens, des poursuites judiciaires, des litiges professionnels, des actes de corruption, des transactions immobilières, des décrets fiscaux, ainsi que des épitaphes ont été des sources précieuses pour notre recherche. Précisons que notre but dans cette étude n'était pas de dresser une liste exhaustive des professions exercées par les Arméniens à Kandil pendant la période 1669-1750, mais de voir surtout quelles professions ils avaient exercées et s'il y avait un rapport entre leur identité ethnique et religieuse et leurs activités professionnelles ou financières, et si ce rapport avait influencé leur attitude générale vis-à-vis de la vie, ainsi que leurs relations personnelles et professionnelles. Il n'est sans doute pas inutile de dire que, dans l'avenir, certains de nos propos pourront être nuancés ou reformulés du fait que ceci est une étude qui évolue au fur et à mesure de nos recherches. Nous nous sommes basés seulement sur les 4 codices qui ont été traduits en grec sous la direction d'Elisabeth Zachariadou et sur quelques instances judiciaires isolées traduites par Nicolas Starinidis. Il reste encore presque ou un peu plus de 160 codices inexplorés dans les archives ottomanes d'Héraklion qui attendent d'être traduits. Pour avancer, je vais faire un petit rappel historique. La Crète, dont la position stratégique est incontestable, a connu plusieurs périodes depuis l'Antiquité,
Ainsi, on distingue deux périodes byzantines entre lesquelles il y a l'occupation arabe. Ensuite viennent les occupations vénitiennes et ottomanes, ces dernières étant interrompues au XIXe siècle par 10 ans d'occupation égyptienne. Les Vénitiens prennent possession de l'île en 1204, proclament leur colonie Regno di Candia et conçoivent la ville de Candie comme une micrographie de Venise. La période vénitienne de l'île est marquée, entre autres, par plus de 10 mouvements révolutionnaires contre Venise, l'oppression de l'Église orthodoxe, mais aussi de travaux de fortification et une floraison des arts, de la littérature et du théâtre crétois. En 1645 commence la 5e guerre vénéto-ottomane et un an après, la partie occidentale de l'île est déjà passée aux Turcs. Après plus de 21 ans de siège, 2 années de bombardements quotidiens et une grande trahison, finalement Candie se rendit au grand vizir Fazil Ahmed Köprülü en automne 1669. C'était une guerre atroce, menée aussi bien sur la terre que dans les mines et des galeries creusées dans le sol. Donc, vous avez ici le plan de la ville avec le tracé des mines souterraines. Et là, vous avez une coupe qui montre comment les mineurs travaillaient à l'époque. La Crète, alors, devient une province de l'Empire ottoman avec tout ce que cela implique. Mais dans la ville de Candie, des communautés de religions et de langues différentes étaient appelées à vivre et à travailler ensemble déjà depuis le XVIe siècle. Des Grecs orthodoxes, des Arméniens, des Juifs, des musulmans, ceci après la conquête musulmane, et d'autres peuples continuent alors à coexister et à interagir en contribuant à la formation d'une société multiculturelle dont les traces sont encore perceptibles de nos jours. À la dernière période du siège de Candie, dans les troupes ottomanes, il y avait beaucoup d'Arméniens qui travaillaient comme mineurs et maçons. Tel était le cas d'Aslan, fils de David, qui a voulu, pour des raisons qui nous échappent, être exonéré de la tâche que l'État lui avait imposée, c'est-à-dire le creusement des mines souterraines. Il a emprunté alors à un autre Arménien une somme pour soudoyer la garde compétent afin d'être exempté de son service. L'affaire sera connue en 1671 quand le prêteur demandera le remboursement du prêt. Aslan était donc un des 8000 Arméniens que Köprülü avait amenés avec lui. On ne sait pas ce qu'étaient devenus les Arméniens qui vivaient avant dans la ville. Peut-être qu'ils se sont réfugiés avec les autres habitants sur les îles Ioniennes ou à Venise. De même, on ignore le nombre d'Arméniens qui sont repartis après la conquête de Candie avec l'armée ottomane pour d'autres opérations militaires. Dans la ville dévastée et ruinée, des maçons arméniens se chargent des travaux de construction et de restauration pour réparer les bâtiments écroulés et transformer les églises en mosquées, hammams et maisons privées. En 1673, un architecte arménien, Radzel, obtiendra un poste exceptionnel. Il sera nommé par décret seul responsable en ville pour tous les contrôles techniques de construction. Désormais, tous les maçons, charpentiers et autres techniciens seront obligés de lui obéir. Alors que la capitale de l'Eyalette se reconstruit, un autre groupe professionnel vient satisfaire les besoins quotidiens de la population, les artisans. Parmi ceux-ci, il y a Assadour le chapelier, Vartan qui fait des épées, Ivaz le graveur, Boros le tailleur et Yacob le peintre. Les artisans s'organisent en corporations. En 1671, le chef de la corporation des orfèvres est l'Arménien Rustam. Et en 1696, il y a au moins 7 orfèvres arméniens dans la même association. L'autre corporation, qui est contrôlée aussi par les Arméniens, celle des boulangers. Entre 1660 et 1672, 23 boulangers arméniens sont cités dans les Cadis du Cadiz, dont 17 en l'an 1672. Certains d'ailleurs se trouvent souvent en difficulté, probablement à cause du manque d'espèces. Pour s'en sortir, ils ont recours à des prêts au sein de leur corporation ou en dehors de celle-ci. L'origine ethnique commune ne sous-entend pas forcément le support mutuel entre les Arméniens.
quand les intérêts professionnels ou les droits au travail sont mis en péril. Boros et Thomas, de la Corporation des faiseurs de clous, ont porté plainte contre Manasseh parce que celui-ci, quoique membre de la Corporation des serruriers, s'était occupé de la fabrication de clous en provoquant une agitation sur le marché. Hormis leur présence dynamique dans la Corporation des orfèvres et des boulangers, les Arméniens y travaillent aussi comme concierges ou puisatiers, comme Kharouchi de Constantinople, dont les connaissances ont soulagé les habitants de la ville assoiffés. Dans nos sources, on a aussi rencontré 4 religieux qui doivent être mis en rapport avec le sentiment et l'identité religieuse des Arméniens de Kandy. La grande majorité s'occupe du commerce. Leurs marchandises n'étaient pas toujours mentionnées. Au niveau local, on peut mentionner Ragdan qui vend des roseaux et Sefer qui gère un des magasins du grand vizir Ahmed Pacha dans un endroit très bien placé au centre-ville. Ils voyagent pour des raisons professionnelles en dehors de l'île, transportent des produits pour leur compte ou pour le compte d'autrui, de Kandy et vers Kandy, participant ainsi au commerce maritime et terrestre de l'Empire. Ils importent des tissus hollandais, français de Smyrne et des produits d'alimentation de Constantinople. Leurs déplacements incessants laissent leur empreinte sur le terme qui les qualifie dans les documents consignés dans les registres des tribunaux de l'époque ottomane. Résident temporaire de la ville. Krikor, fils de Simone, habite à Constantinople, dans un quartier près de Blaga. En décembre 1671, il est enregistré comme résident temporaire à Kandy, membre de la Corporation des épiciers. Quand il a eu besoin d'argent, il a emprunté à Moussa, fils de Krikor, sans Aslan Kulus. Le choix du prêteur n'était pas hasardeux. Moussa est un commerçant qui habite dans le quartier d'Ali Pacha à Constantinople, mais en même temps, lui aussi est résident temporaire à Kandy. Il est venu donc en Crète pour exercer ou pour élargir ses activités financières. Les 2 hommes se connaissent vraisemblablement depuis Constantinople, peut-être même qu'ils y avaient une certaine coopération. Kandy est aussi un port de transit pour les marchands arméniens qui voyagent des Élialettes d'Anatolie. Gul Safir part seul de Merzifon pour aller au Caire à des fins professionnelles, avec une escale à Kandy. À Andrinople, elle reçoit 6 lingots d'argent pur de la part de son neveu Janissaire pour les vendre en Égypte au prix du marché. En présence de témoins, Gul Safir déclare que si elle meurt pendant le voyage, son neveu aura le droit de revendiquer de la fortune de sa tante, soit 6 lingots, soit la somme équivalente de leur valeur. Gul Safir meurt effectivement sur le bateau, au retour de l'Égypte vers Kandy. Son neveu s'adresse alors au cadi d'Andrinople et de Kandy pour revendiquer sa part au gérant de la fortune. On ne sait pas combien de temps Gul Safir est resté en Crète ou s'il a eu des échanges commerciaux. Mais son histoire est très intéressante, non seulement parce qu'elle met en relief le rôle de Kandy comme centre de transit dans la Méditerranée, mais surtout parce qu'elle esquisse le profil d'une négociante très ardue qui n'hésite pas à parcourir seule terre et mer en nous offrant aussi une image très différente de celle que nous avons pour les femmes de l'époque. Des Arméniens qui ont eu une longue activité professionnelle à Kandy, certains y étaient venus avec leur famille, ou bien ils avaient fondé une famille en Crète. D'autres, en revanche, s'y étaient installés seuls, laissant leurs proches dans un lieu peut-être très lointain. Chez les premiers, il y a le marchand de soie Avédis. Son pays d'origine nous échappe, mais on sait que sa fille a été enterrée en 1729 dans la cour de l'église et non pas au cimetière arménien extérieur, profitant d'une certaine notoriété due peut-être au profil social de son père. Avédis était probablement un des Arméniens de Perse qui vivaient en Crète et auquel se référait le décret fiscal de 1728. Sefer de Kanaker avait demandé qu'en cas de décès, ses possessions soient léguées à ses 2 sœurs. Et comme une d'elles vivait à Smyrne, Sefer avait nommé l'Arménien Lucas responsable pour le transport et la remise de ses biens à elle. Un de ses témoins, qui était présent à la rédaction du testament,
étaient du Péloponnèse, soit ce qui indiquerait les voies commerciales poursuivies par ces fers. En fait, parmi les 7 documents relatifs au sort de la fortune d'un Arménien décédé à Candie, seulement 2 se réfèrent à des personnes qui n'avaient désigné d'héritiers, comme l'orfèvre Avédique. À sa mort, l'État dressait la liste de ses biens, estimait leur valeur et après déduction des dépenses, il se voyait attribuer la fortune. Nous avons une idée très fragmentaire de la situation financière des Arméniens, car nos sources sont limitées aux bulletins fiscaux distribués en 1691, 1693 et 1694. Prenant la dernière année, on y constate que sur les 25 Arméniens qui habitent intramuros, 5 sont riches, 15 appartiennent à la classe moyenne et 5 sont indigents. Les riches Arméniens de l'époque ont un esclave, prennent sous leur protection des enfants arméniens orphelins ou adoptent même des jeunes grecs. Viskan, fils de Jan, demande au cadi la permission d'adopter le mineur Yorgi et promet de dépenser 7 astres par jour pour l'alimentation et l'habillement de l'enfant. Cela dépasse la somme moyenne de 4-5 astres que dépensent à la même époque ceux qui adoptent des enfants. Les Arméniens de Candie préfèrent habiter en milieu urbain et opèrent des transactions immobilières à l'intérieur de la ville. Celles-ci sont enregistrées entre 1669 et jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Le premier à avoir acquis des biens immobiliers semble avoir été Abro Çelebi. De son vrai nom, Abraham Abroyan, personnalité éminente de la communauté arménienne de Constantinople, favori de Topoulou, mais aussi pieux et patriote, il était un grand fournisseur de l'armée ottomane. À peine quelques mois après la prise de la ville, il achète l'église grecque de Saint-Georges d'Oriano pour l'offrir aux nouveaux arrivés afin qu'ils remplissent leurs besoins religieux. Il s'agit de l'une des 2 églises que les conquérants ont laissées aux chrétiens. Plus tard, en 1735, il y aura une 3e qui sera dédiée au saint patron de la ville. De par cet acte, Abro Çelebi non seulement offrira un lieu de culte à ses corélégionnaires, mais parallèlement, il posera le fondement de ce que sera dans les siècles à venir le cœur de la communauté arménienne d'Héraklion. Vous avez ici la façade actuelle de l'église d'Héraklion et à droite, on verra bientôt le plan de la ville pour voir où se trouve l'église d'Héraklion et le quartier où les Arméniens ont été établis. Parmi les acquéreurs arméniens, Constantinon, fils d'Abraham, occupe une place extraordinaire à cause de la facilité avec laquelle il achète et vend de l'immobilier. En 18 mois, entre 1660 et 1672, il accomplit 4 transactions immobilières, toutes dans le quartier de l'église arménienne, où se trouve par ailleurs sa propre habitation. Tous les acheteurs sont arméniens. On s'est beaucoup interrogé sur le métier de Constantinos. Comment il s'est trouvé avec autant de propriétés? Est-ce qu'il a pu les acquérir juste après la conquête, comme bien d'autres possesseurs, pour les vendre par la suite à un prix spéculatif? Était-il prêteur ou un commerçant qui vendait afin d'investir à ses entreprises? Ou bien il liquidait ses biens en vue d'un nouvel déplacement? En tout cas, Constantinos semble être le premier à faire autant de transactions immobilières dans ce quartier arménien, en s'engageant à une sorte de real estate avant la lettre. Alors, nous avons ici un plan, le plan actuel de la ville. Et donc, ceux qui ont visité déjà Héraklion, ici c'est la place avec la fontaine au lion. Et là, c'était la strada larga vénitienne, donc une large rue qui arrivait vers le bastion du Pantocrator. Donc, le quartier de l'église arménienne se trouve là, et puisqu'on est sur la carte d'Héraklion, je vous montre ici que c'était le quartier juif, donc la Judéica d'Héraklion. Donc, malgré leur plus forte concentration,
aux alentours de la Strada Larga, donc ici en général, et de l'église arménienne. Les Arméniens habitent aussi dans d'autres quartiers de la ville. Ils se portent par ailleurs garants pour des prêts entre particuliers, pas seulement aux Arméniens, et pour des collectes d'impôts. Les frères Issa et Sarkis, en l'espace de 2 jours, ont payé 3 dettes différentes des boulangers Sahak et Manas. Le cercle de leur entreprise semblait s'étendre jusqu'à Constantinople. Ils gagnent aussi leur vie en effectuant des transactions bancaires en tant que prêteurs. Ils prêtent à des habitants de ville ou de campagne, aussi bien à des Arméniens qu'à des Grecs et des musulmans. On sait par exemple qu'Abro Çelebi avait prêté au déferdar de Crète, Ahmed Effendi, une somme énorme de 4 700 aslan kurus. Il était impossible que toute cette transaction financière ne provoque pas de litige. Les poursuites portaient sur des règlements de dette envers la caisse de l'État et des particuliers, arméniens et musulmans, des locations de magasins Vakouf, des revendications de marchandises ou d'équipements professionnels, des contraventions de construction. Conclure, les Arméniens sont actifs à Candie pendant la période 1669-1750 et plus particulièrement dans les années qui ont suivi la reddition de la ville. Ils habitent et travaillent dans plusieurs quartiers de la ville, mais s'installent surtout autour de l'église arménienne en identifiant la conscience religieuse à leur appartenance communautaire. Au début, ils exercent des métiers de construction, d'artisanat ou relatifs à l'alimentation. Ils arrivent à dominer 2 corporations, celle des orfèvres et des boulangers. Qu'ils soient résidents temporaires ou permanents, ils voyagent dans divers coins de l'Empire en important en Crète des aliments, des tissus et de la soie. Ils participent à un large réseau de voies commerciales lointaines unissant Candie avec Constantinople, Brousse, Diyarbakir, Erevan, Kanaker, Alep, la Perse et l'Égypte. Malgré leur mobilité, ils ne s'éloignent pas de la vie de Candie, dont ils suivent le rite attentivement avec des transactions immobilières, des prêts, des garanties et des adoptions, s'avérant ainsi des cellules vivantes de la société locale. Ils forment alors une communauté qui se développe, ayant comme centre spirituel et social l'Église arménienne et la région environnante, sans aucune trace d'isolement ou de ghettoisation. C'est justement cette communauté, partie de la polyphonie culturelle de Candie de l'époque, qui créa les conditions adéquates afin que la ville redevienne, à la fin du 19e et début du 20e siècle, un nouveau pôle d'attraction pour les Arméniens, marchands de tissus et de café, et autres professionnels tels que médecins, traducteurs, artistes et artisans, venus surtout de l'Asie mineure. Eux, à leur tour, ils accueilleront et soigneront un grand nombre de réfugiés après la catastrophe bosnienne. Merci.